Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les stratégies fascinantes des 48 lois du pouvoir pour voir ce qui se cache vraiment derrière ces idées si complexes. Alors, pour commencer, on a cette idée un peu provocatrice. Elle est parfaite pour planter le décor parce qu'elle touche à une leçon vraiment essentielle du pouvoir. En gros, la gentillesse, c'est bien, mais ça a des limites. Et tout le jeu, c'est de comprendre où sont ces limites. C'est déjà ça, une forme de pouvoir. Le jeu invisible du pouvoir. Voilà, c'est exactement de ça qu'on va parler. On va piocher dans le travail de Robert Greene qui nous montre que le pouvoir, c'est rarement une question de force brute. Non, c'est bien plus subtil. C'est comme une immense partie d'échecs psychologiques qui se joue constamment, tout autour de nous. L'idée ici, ce n'est pas de mémoriser chaque règle par cœur. Non, le but, c'est plutôt de saisir la philosophie derrière tout ça. On va regarder quelques-unes des stratégies les plus fascinantes pour mieux comprendre les rouages de ce jeu. Et forcément, en comprenant ces mécanismes, on est mieux armé pour naviguer dans nos propres relations sociales. Allez, on attaque direct avec la première règle, et là, on touche à quelque chose de fondamental, l'art de maîtriser les apparences. Pour illustrer ça, petit voyage dans la Chine ancienne. Imaginez la scène. Le général Zhuge Liang se retrouve face à une armée immense de plus de 150 000 hommes. Et lui, il a à peine 100 soldats. La situation est désespérée. C'est le point de départ de l'un des plus grands coups de bluff de l'histoire. Regardez-moi ces déséquilibres, c'est juste écrasant. 100 soldats contre 150 000. Logiquement, la victoire est tout simplement impossible. Mais c'est là, justement, que la psychologie va tout changer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se battre, Liang ordonne d'ouvrir grandes les portes de la forteresse. Il s'installe tranquillement sur les remparts et se met à jouer de la musique. Son adversaire, en face, voit ça et se dit « c'est forcément un piège ». La peur s'installe et il ordonne la retraite. Sa seule arme, c'était sa réputation. Il a transformé une faiblesse totale en une force incroyable. Cet exemple illustre parfaitement ce qu'on appelle un écran de fumée, une diversion psychologique. Et l'une de ses formes les plus redoutables, c'est le geste noble, un acte qui a l'air généreux, mais qui cache une manœuvre très calculée. Pour ça, il y avait un maître, le marchand d'art Joseph Duveen. Le problème de Duveen était simple. Ses clients millionnaires n'avaient littéralement plus de place sur leur mur pour ses tableaux. Et en plus, il faisait face à d'énormes droits de succession. Il lui fallait donc une solution qui ait l'air désintéressée, mais qui, en réalité, allait servir ses propres intérêts. Et sa solution, elle est géniale. 1. Il aide à créer la National Gallery. 2. Il suggère à ses clients d'y donner leurs œuvres pour éviter les taxes. 3. Ça libère de la place sur leur mur pour de nouveaux achats. Et 4. En retirant ses œuvres du marché, il crée de la rareté et fait monter les prix. Un coup de maître, le tout enrobé dans un grand geste pour le public. Règle numéro 2, l'attaque indirecte. Ok, on passe à la deuxième règle. Et là, on va pousser la subtilité encore un peu plus loin, avec des stratégies qui sont, à première vue, complètement contre-intuitives. On est en 1926. Un escroc, Victor Lustig, va voir le gangster le plus craint de l'époque, Al Capone, et lui fait une proposition des plus audacieuses. Donnez-moi 50 000 $ et je vous les double en 60 jours. Il fallait oser quand même, hein. Mais Lustig n'a jamais eu l'intention de doubler l'argent. Il a simplement mis la somme de côté pendant 2 mois. Puis, il est retourné voir Capone, lui a rendu les 50 000 $ et s'est platement excusé en disant que son plan avait échoué. Cet acte d'honnêteté totalement inattendu, c'était ça la véritable arnaque. Et le résultat? Capone était tellement impressionné par cette apparente intégrité qu'il lui a donné 5 000 $ en récompense. La leçon, elle est claire. Un geste qui désarme, qui prend l'autre à contre-pied, est souvent bien plus payant qu'un mensonge. Et ça nous amène à une autre tactique indirecte, illustrée par cette citation de Napoléon. C'est le pouvoir de l'absence stratégique. C'est simple, ce qui est rare est précieux. En se faisant plus discret, plus rare, on augmente sa propre valeur et son prestige. Règle numéro 3, le plus grave danger. Bon, maintenant, on va aborder un sujet un peu plus sombre. Une mise en garde, en fait, sur l'un des plus grands pièges dans le jeu du pouvoir. Et pour ça, l'histoire de Lola Montez est édifiante. Regardez son parcours. 1845, Paris. Son amant meurt en duel à cause d'elle. 1848, Munich. Son influence sur le roi de Bavière provoque des émeutes et son abdication. 1849, Angleterre. Son mari est ruiné, banni et finit par mourir. Partout où elle passait, c'était le chaos. S'associer à elle, c'était la garantie de tout perdre. C'est là qu'on touche au danger de la contagion. Le malheur, le chaos, ça peut se transmettre. Souvent, les personnes qui attirent les ennuis les attirent aussi sur les autres. Le message est très clair. Les émotions, les états d'esprit, ça se propage comme un virus. Pour se protéger, il est donc crucial de bien choisir ses fréquentations. Un jeu sans fin. Alors,
Au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? De ces histoires de perception, de coups de bluff, de dangers cachés? Quelle est la grande leçon derrière ces anecdotes, parfois un peu troublantes? La leçon, c'est que le pouvoir n'est pas une destination. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteint un jour et puis c'est fini. Non, c'est un processus, une pratique de tous les instants. Ça demande d'être constamment à l'écoute, d'observer, de s'adapter. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une grille de lecture, une nouvelle façon de voir les dynamiques sociales. La vraie question, au fond, ce n'est pas de savoir si on participe ou non à ce jeu, parce qu'on y participe tous. La question, c'est de savoir comment on décide d'y jouer. Alors la question reste ouverte. Quel sera le prochain coup ?